Au départ à la gare Saint-Charles ce matin, c'était le calme. Et puis soudain, le sprint a commencé. Qu'est-ce qui se passe? On vous a baladé ou quoi? On est en retard. Le train part. Mais pour ceux qui restent statiques, c'était toujours Très compliqué, oui. un seul train déraille et tous les autres sont perturbés. Pour les voyageurs, la facture est salée. Entre l'hôtel plus le train que j'ai été obligée de repayer, donc j'allais pour 500 €. Moi et ma fille. On fait que repousser, j'espère qu'on va avoir le train. C'est bizarre cette histoire. Bizarre comme histoire en effet. Hier soir, peu avant 18 h, ce train en provenance de Paris est sorti de la voie alors qu'il entrait en gare de Marseille-Saint-Charles à une vitesse de 27 km/h. Et personne n'y semble vraiment préparé. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite à un déraillement de la rame de queue. Un déraillement qui n'a fait aucune victime et dont les causes sont pour l'heure encore inconnues. On a juste ressenti que ça tremblait un petit peu, quoi. En fait, on avait l'impression que le train était en train de freiner, en fait. Il freinait, 3 heures après l'accident, dans les trains et sur les quais, les voyageurs rongent toujours leurs freins. Et puis miracle, les premiers trains repartent. On espère, oui. Mais pour d'autres, c'est décidément la malchance jusqu'au bout. Oui, train loupé en fait. Pourtant ça fait 3 heures qu'on attend, mais c'est pas grave. Toute la nuit, les agents de la SNCF travaillent à rétablir la circulation. Pendant ce temps, réveil difficile pour les voyageurs qui ont passé la nuit dans les wagons. Petite nuit, un peu fraîche à cause de la clim, un peu dure avec les lumières, mais ça va. Alors qu'un retour à la normale des TGV est annoncé, un TER sur 2 seulement circule entre Marseille et Aubagne. Et des bus ont été mis en place à Marseille et Aix toutes les 30 minutes. 100 000 personnes seront potentiellement concernées ce week-end par ces perturbations prévues pour durer jusqu'à vendredi prochain. Le retour des quadragénaires chez leurs parents. Les sociologues appellent cela la génération boomerang. Le reportage de Guillaume Petit et Jean-Yves May n'est pas du cinéma. Alors celle-là, ça rappelle des bons souvenirs, ça. Ça, c'est mon premier appart, je suis dans la cuisine. J'avais 27 ans. Pour Olivier, c'était le début de l'indépendance. 13 années plus tard, un licenciement et une séparation contraignent cet ancien jardinier à revenir vivre chez sa mère. Retour au bercail à 40 ans. Là, c'est la chambre de mes 20-25 ans. Quand vous revenez chez les parents, au départ, c'est un échec. C'est un échec parce que vous ne pouvez plus vous assumer. Avec le temps, on se dit qu'on n'est pas fautif de la situation, que c'est un accident de la vie. Une cohabitation qui dure depuis déjà 4 ans. Aujourd'hui, au RSA, Olivier tente une reconversion professionnelle dans le bâtiment. Sa mère l'a accueilli à bras ouverts. On est complices, et on était déjà complices avant. Oui. Je trouve que ça resserre les liens. On mange ensemble. On a repris nos habitudes. Oui, on a repris nos habitudes. Et chacun fait ses petites courses, fait Voilà, comme sa liste. voilà. Comme Olivier, 1 300 000 personnes de plus de 25 ans sont retournées vivre chez leurs parents. Près de la moitié d'entre eux ont plus de 35 ans. Les situations sont très contrastées. 1 sur 5 est au chômage, 1 sur 3 occupe un emploi. C'était le cas d'Angélique. À 36 ans, cette mère de famille en CDD a dû tout quitter suite à un divorce. Direction la maison de ses parents avec ses 2 enfants, âgés de 6 et 12 ans. 3 générations réunies sous le même toit et autant de modes de vie à concilier. Il a fallu un petit peu revoir avec les enfants le rythme, des couchers, des levées, les repas également. Et tout de suite, c'est beaucoup plus de monde à table. Ça m'a aidé vraiment à rebondir et puis à repartir tranquille. C'est un moment délicat parce que j'ai vu partir une enfant. J'ai retrouvé une adulte. Donc il restait tout à redécouvrir chez ma fille. Après des mois de galère, Angélique a retrouvé un emploi et un logement. Et Olivier part en formation à Mulhouse. Avec la crise et le chômage, la génération boomerang ne cesse de croître. Ce phénomène a connu une hausse de 20% ces 10 dernières années. La liste de leurs revendications est longue. On a des moyens radio qui datent de 15 ans et on a des locaux insalubres. Dur à porter. Il y aurait tellement à dire, par quoi commencer? Mais plus que tout difficile à exprimer. On a des personnes qui viennent déposer plainte, ils sont hallucinés de voir dans quels locaux on vit. C'est à visage couvert et anonyme que ces 2 policiers ont accepté de nous parler. À 45 ans, cet homme que nous appellerons Christian exerce son métier à Marseille depuis 25 ans.
Il y a du salpêtre au mur, il y a des cafards dans certains commissariats. On tourne avec des véhicules qui sont bondés. C'est un réseau informatique ou des moyens informatiques qui sont désuets. Ça joue sur notre mental, sur notre condition de travail. À chaque fois, c'est un stress permanent. Le moral en berne et un sentiment d'insécurité dans toutes les têtes. Émilie, policière depuis une dizaine d'années à Vitrolles, s'est retrouvée dans des situations qu'elle n'aurait à peine osé imaginer. On peut arriver à des situations qui peuvent être dramatiques. Moi, il m'est arrivé de devoir quitter un lieu d'intervention dans un quartier assez sensible et d'avoir le véhicule qui ne démarre pas, sans aucun moyen de protection à part moi-même, quoi. Des policiers qui ne se sentent plus représentés et qui s'organisent désormais hors syndicat pour peser face aux directions prises par le nouveau gouvernement. Mais devant le silence de leur hiérarchie, depuis plusieurs mois, les policiers recensent des centaines de photos et vidéos. Bâtiments délabrés, souris, cafards, des couloirs jusqu'au clavier d'ordinateur. Et même un véhicule dans un commissariat de Strasbourg qui cumule plus de 500 000 km. En tête du palmarès des plus mauvais élèves, le commissariat de Coulommiers, suivi par un parc automobile de Strasbourg et un commissariat du 10e arrondissement de Paris. Dans un corps de métier qui n'est pas autorisé à manifester, ce policier à la retraite depuis 3 ans, ex-membre du GIPN, est l'un des seuls à pouvoir exprimer son ras-le-bol à visage découvert. Si nous voulons une sécurité pour les citoyens, il faut une bonne police. Sérieusement, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, il va falloir que vous compreniez qu'on parle de sécurité pour les citoyens. C'est pas un caprice de policier. La colère, alors que la situation perdure. Dès 2013, un rapport du Sénat soulignait que 41% des commissariats de police en France étaient concernés par un état de vétusté. Monsanto, poursuivi en justice par une mère de famille. En cause, le glyphosate contenu dans les pesticides commercialisés par la firme américaine. Il serait à l'origine du handicap de son fils. Elle va porter plainte dans 15 jours, une première en France, alors qu'aujourd'hui, Bruxelles se penche sur la question du glyphosate. Frédéric Mazy et Guillaume Petit. Théo n'a que 10 ans, mais s'apprête déjà à subir sa 52e opération. Le garçon qui souffre de malformations à l'œsophage et au larynx vit depuis sa naissance avec une trachéotomie, un trou à la base du cou, seul moyen pour lui de respirer. Une différence qu'il apprend à gérer avec ses parents pour concilier une scolarité presque normale et des hospitalisations régulières. Donc on commence par l'échographie. Je m'essouffle beaucoup. Par exemple, le sport à l'école, quand on fait de l'endurance, je peux pas tellement. Il n'a pas de colère, et ça, on est heureux de ça. La colère, on l'a nous, mais on essaye que lui ne l'ait pas. Une colère lancinante, ravivée à chaque fois qu'elle foule cette herbe, là où tout, selon elle, aurait commencé. En 2006, Sabine est enceinte lorsqu'elle affirme avoir passé du désherbant contenant du glyphosate dans sa carrière d'équitation. J'étais enceinte de 3 à 4 semaines et donc je ne le savais pas. Et c'est pile à ce moment-là que se formaient les organes qui après ont été mal formés chez Théo. Un produit vendu en termes marketing comme inoffensif à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire quand il va se rendre compte que c'est parce que sa mère a passé du produit qu'il se retrouve dans cet état. Il m'a dit, mais de toute façon, maman, tu savais pas. Pour les parents de Théo qui comptent porter plainte, il va falloir désormais prouver le lien entre ces malformations et le glyphosate. En face, le fabricant Monsanto, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, part avec un argument de poids. Le produit est pour l'heure autorisé. Bruxelles souhaite même qu'il le soit encore 10 ans. La France s'y oppose, sans pour autant vouloir l'interdire complètement. Les parents de Théo le savent, le combat qui s'ouvre sera long. Elle a combattu les méchants dans les films à succès de Wes Craven ou Quentin Tarantino, les démons dans la série fantastique Charmed. Mais c'est son démon à elle qu'elle a fait dégringoler, le producteur Harvey Weinstein, celui dont elle ne veut pas prononcer le nom. Sometimes I can say it and it's my choice. People have said his name to me as a weapon for so many years and his name is so ugly. I got robbed of a career, as did many of us. I got robbed of my image. This monster has affected every part of my life and continues to do so. It's not done. À 44 ans, Rose McGowan est changée. Avant toutes les autres, elle a tenté d'alerter. Hollywood a détourné le regard. People on the street in Hollywood would come up to me and say, "Hey, have you gotten any good Weinstein scripts lately?" And wait for my reaction, just to see, because they all knew. It forms a kind of hatred for lies, and that town is built on that. And those are the people making films that go into the thought that's in your head.
Si Rose McGowan est à Paris aujourd'hui, c'est pour assister au lancement de Maintenant on agit, un mouvement créé par la Fondation des femmes et soutenu par une centaine de personnalités françaises, comme Vanessa Paradis, Julie Gaillet, Leila Slimani ou Léa Seydoux. The fact that it's moving into France, a very, say, old-fashioned country in a lot of ways, it can affect change everywhere. Everybody knows the bad guy at work, so get them out. And people say, oh, they lost their job. And I say, no, they raped. Il y a beaucoup de femmes en France qui ont dénoncé des faits d'agression sexuelle. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, ces associations-là n'ont pas les moyens de les accompagner correctement. Recueillir des fonds sera justement l'objectif de cette fondation. Un ruban blanc comme symbole, comme une page blanche de l'histoire du féminisme à écrire. C'est bien de se retrouver dans un groupe où il n'y a pas que des couples. Partager des choses, même si on ne connaît pas les gens à la base, ça peut être une bonne expérience. Des couples se sont formés, d'autres ont vécu des vacances un petit peu exceptionnelles. Prenez 5 trentenaires, 3 femmes, 2 hommes, tous célibataires. Et observez comment 1 heure de randonnée en montagne, en plein cœur du Languedoc, peut très vite briser la glace. Les gorges d'Éric, ça fait un grand canyon comme ça qui remonte dans le Caroux. Donc là, on est au pied du Caroux. Température 30 degrés et baignade pour gommer sa timidité. Ces vacances d'été, Vincent les passe habituellement avec des amis en couple. Ce séjour pour célibataires est une première. Être en vacances avec des amis qui sont en couple, ça change tout, quoi. Ça fait qu'ils réfléchissent à deux. Moi, je suis plus du tout dans cette démarche-là, vu que je suis célibataire en ce moment et que j'ai plutôt envie de profiter, de m'amuser. Des touristes inscrits via une agence de voyage spécialisée. Elles se sont multipliées ces 10 dernières années. Les plus importantes enregistrent une croissance à 2 chiffres. Des programmes sportifs ou culturels par tranche d'âge et pas besoin de payer un supplément solo. Ce que j'aime bien, c'est que je peux voir le profil des gens qui partent, qui s'inscrivent sur le circuit. Et du coup, je suis sûre de me retrouver qu'avec des gens qui sont célibataires. Ils sont 16 millions en France. Les célibataires sont de plus en plus nombreux et assumés. Une situation vécue différemment selon l'âge. Qui veut un café? Sylvie organise une trentaine de séjours par an dans cette chambre d'hôte, où Georges Sand passait jadis ses vacances. Des célibataires âgés de 40 à 50 ans, comme ce comédien venu se ressourcer et faire des rencontres loin de Paris. Ici, je recherche une forme de paix, où on ne va pas forcément me regarder en tant que célibataire ou personne seule comme un objet bizarre qui est un peu incongru ou un problème. Un groupe avec une passion commune pour le patrimoine local. Ce jour-là, découverte d'une forteresse médiévale du XIIIe siècle. La prise de Jéricho. La plus-value comparée au tour opérateur, Sylvie chouchoute ses clients. Un solo a besoin de beaucoup plus d'attention qu'un couple qui arrive, parce qu'ils sont déjà à 2 pour s'épauler, alors qu'un solo, il a envie de discuter, il a envie de s'ouvrir à d'autres choses, donc on lui consacre un peu plus de temps. Des vacances ciblées et en petits groupes, de plus en plus demandées, loin de la foule dense des clubs de voyage ou des croisières. De col blanc au métier d'artisan, Héloïse et Hélène ont retourné leur veste en gardant seulement le blanc. Il y a 10 ans, elles obtiennent toutes les deux leur bac plus 5. L'une devient ingénieure paysagiste, l'autre architecte. Une vie de bureau stable et plutôt bien payée. Elles ont vite déchanté. On fait partie de cette génération où nos parents nous disaient « tant que tu as des capacités intellectuelles, fais des études, ma fille ». On a fait plaisir à nos parents, on était malheureuses. Rester 40 heures devant un ordinateur, il faut vraiment être dimensionné pour, et nous, ce n'était pas notre cas. Ces deux touche-à-tout ont donc repris leurs études pour passer un CAP fleuriste. Est-ce que ça fait pas trop champêtre Avant de créer leur entreprise de décoration, devant des proches ébahis. Les gens m'ont dit « mais pourquoi tu passes un CAP et tu deviens fleuriste alors que tu es architecte ?» On a besoin de bouger, de toucher, de travailler des choses avec nos mains, et ce qui n'était pas le cas dans nos métiers d'avant. Plus de liberté, plus de concret, même si les débuts ne sont pas toujours si roses. Au début, quand on a commencé, on a dû perdre les 3/4 de notre salaire, je pense. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à troquer le costume noir pour le bleu de travail, un métier de bureau contre un retour à des métiers manuels plus authentiques. En 2014, 23% des créateurs d'entreprises artisanales étaient des diplômés de l'enseignement supérieur. Comme l'explique cet auteur d'un ouvrage sur la question, les métiers de cadre autrefois synonymes d'ascension sociale ne font plus autant rêver.
Ils se rendent compte qu'en fait, ils comprennent pas trop à quoi ils servent, ils savent pas trop pourquoi ils se lèvent, ils vont au bureau tous les matins. Ce sont des métiers qui sont devenus très standardisés et dans lesquels il est difficile de s'exprimer et d'exprimer quelque chose de personnel. Tout quitter pour se reclasser, une transition pas toujours très aisée. Et voilà, nous y sommes, c'est chez nous. Chez lui, pendant 15 ans, c'était chez Renault, à Paris. À 45 ans, ce Bordelais d'origine passionné de cuisine décide de se lancer dans un CAP en vue d'ouvrir une charcuterie-restaurant. Un peu ras-le-bol de la grosse entreprise, de ses procédures, etc. Et l'envie de voler surtout de mes propres ailes. Il rencontre à Bordeaux Christophe, un éducateur de 40 ans qui souhaite lui aussi changer de métier. T'as les plans? Ah, excellent, très bien. Il s'associe et rachète ce local de 100 mètres carrés pour 360 000 €. Mais le financement a été un peu plus compliqué que prévu. On a interrogé 6 banques et nous ont toutes refusé le financement. Moi, je reviens de Paris, j'ai vendu là-bas ma maison et aujourd'hui, je vais passer en location parce que j'ai investi dans un local. Le rêve de ces ex-cadres a donc un prix et il leur manque 200 000 €. Un pari alors que 30% des entreprises créées ne survivent pas au-delà de 3 ans. Se relancer à 40 ans, c'est pas facile. Donc on est fiers quand on se lance. Aujourd'hui, l'entreprise d'Héloïse et Hélène est rentable, les salaires augmentent. Et 2 mois après notre rencontre, Frédéric et Christophe ont obtenu un financement de leur banque. Sortir du cadre semble être pour eux une décision gagnante.